Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Yvon Investir. Aujourd'hui, on va analyser l'entreprise Virbac et également les résultats 2025 qui viennent d'être publiés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une première vidéo sur mon parcours boursier à l'âge de 21 ans où je présente mon PEA et mes autres supports d'investissement. Et sur ma seconde vidéo, je présente mon assurance vie plus en détail avec ma stratégie d'allocation de mes unités de compte. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Parenthèse étant faite, on va passer donc à l'analyse. Avant toute chose, euh, cette analyse n'est pas un conseil en investissement et l'investissement en bourse comporte des risques. Ici, je partage juste mes recherches, mais je ne suis pas un conseiller financier. Virbac, c'est quoi? Virbac, elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de médicaments vétérinaires. Elle a été fondée en 1968 par Pierre Richard Dick et Max Romby. Donc la société a son siège social en France, situé vers Nice. Et donc elle opère à travers deux segments d'activité, les animaux de compagnie, qui comme on le verra composent la majorité de son chiffre d'affaires, et qui est une tendance de fond assez porteuse, et les animaux d'élevage. Donc elle développe des vaccins, des antibiotiques et des médicaments pour la lutte antiparasitaire, le traitement des inflammations et les soins dentaires des animaux de compagnie et d'élevage. Donc ces activités sont réparties en 6 zones géographiques: l'Europe, qui pèse le plus lourd dans son chiffre d'affaires, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est, Pacifique et Afrique et Moyen-Orient. Donc ici on voit qu'elle est assez mondialisée puisqu'elle a une présence dans plus de 100 pays avec un positionnement clairement premium, donc comme on le verra dans la suite de l'analyse, et axé sur l'innovation. C'est une entreprise qui bénéficie de tendances de fonds très fortes, notamment la hausse du nombre d'animaux de compagnie et de l'augmentation des dépenses liées à leurs frais de santé. Donc ici, l'entreprise en 2024 a 6400 collaborateurs, des filiales commerciales dans 35 pays, des sites de production dans 12 pays et des centres de R&D sur les 5 continents. Donc c'est vraiment une entreprise industrialisée qui, euh, qui a intégré toute sa chaîne de valeur qui passe donc de la fabrication à la vente. Voilà, donc ça c'est un point positif. Maintenant, on va regarder donc la taille du marché de l'industrie de la santé animale. Donc, elle pèse 45 milliards en 2023, 45 milliards d'euros en 2023. Donc, les analystes pensent que l'industrie va doubler d'ici 2032, donc affichant un taux de croissance annualisé composé euh, entre 6 et 8% au cours de la période. Donc, c'est vraiment un marché porteur. Et aujourd'hui, on compte 1 milliard d'animaux domestiques, donc c'est vraiment énorme dans le monde. Et donc, de nombreux propriétaires sont prêts à dépenser lorsque leurs animaux doivent être soignés et n'hésitent pas à mettre le prix. Voilà, donc parce que c'est considéré comme un membre de la famille. Donc maintenant, on va passer à à la structure du capital. Donc, qui détient le capital de Virbac? Donc ici, on voit que la famille Dick détient 50% du capital avec 66% des droits de vote, donc via une holding. Donc ici, c'est un point positif parce que la famille a souvent une vision long terme et n'est pas contraint par le marché à une pression court terme. Donc ici, ça assure une certaine stratégie et une vision une vision long terme qui garantit finalement des décisions rationnelles. On remarque aussi autre chose, c'est qu'il y a 5% d'institutionnels. Ici, ça va être des asset managers comme BNP Paribas ou BlackRock. Et enfin, 45% le flottant. Donc ici, ça va être les titres qui vont être échangés au quotidien. Donc on voit quand même que la place du flottant est quand même importante. Donc le titre est liquide. Donc ici, c'est un point positif pour Virbac. Donc c'est une entreprise familiale. Donc les concurrents de Virbac. Donc ici, j'ai fait donc un graphique alors issu de FactSet et aussi j'ai donc classé les trois plus gros acteurs du marché. Donc en premier, il y a le Zoetis avec 9,2 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est en dollars. Donc Zoetis c'est le premier, donc avec 32% des parts de marché. Donc c'est vraiment énorme. Il a un tiers du marché. Et donc c'est une ancienne filiale de Pfizer. En deuxième, donc il y a Merck Co. Donc vraiment une entreprise globalisée donc dans toute l'industrie santé, mais sa partie santé animale, donc c'est seulement 10% de son chiffre d'affaires.
Et étant donné que son chiffre d'affaires est de 63 milliards, ça fait environ 6 milliards qui est dans la santé animale. Il avait également acquis Merial, donc c'était la branche santé animale de Sanofi en 2017. Donc ici, Merck Co détient 22% des parts du marché en 2024. Et enfin, le troisième acteur important, c'est Elanco Animal Health avec 4,4 milliards. Donc ici, c'est vraiment que de la santé animale comme Zoetis. Et là, c'est un spin-off de la branche vétérinaire animale d'Eli Lilly. Euh, donc Elanco, elle avait aussi racheté la branche santé animale de Bayer en 2020. Donc ici, on voit deux choses. C'est que déjà, euh, c'est un, c'est un marché très concentré sur les trois premiers acteurs. Donc ça compose environ 60%, même 70% du marché. Et donc c'est trois acteurs américains. Donc ensuite, on voit que les autres acteurs sont beaucoup plus petits et Virbac a seulement environ 5% du marché. Et il y a également Vetoquignol, qui sont les deux entreprises françaises dans le pôle position, qui a également 2% des parts. Voilà. Donc, mais on voit que les trois premiers sont les plus gros. Donc maintenant, si je vous présente la répartition du chiffre d'affaires de Virbac, donc on voit que c'est une entreprise mondialisée et plutôt et qui a une bonne répartition de son chiffre d'affaires. Donc sur le rapport annuel, il nous indique que Virbac est le sixième acteur mondial, donc c'est une bonne chose. Il est quand même, il est assez conséquent dans le monde, mais on a quand même bien vu que le top 3 met une certaine distance à tous les autres. On voit également que 62% du chiffre d'affaires est fait par les animaux de compagnie. Donc c'est une bonne chose que c'est une tendance porteuse, puisque les animaux de compagnie, le nombre d'animaux de compagnie vont croître et les dépenses liées à leurs frais de santé aussi. Et 38% dans les animaux d'élevage, donc Virbac nous indique ici que ce segment d'activité est plutôt stable et moins cyclique. Donc au final, le chiffre d'affaires de Virbac est de 1,4 milliard, donc c'est assez conséquent. En termes de répartition du chiffre d'affaires par zone géographique, on voit que l'Europe pèse pour 40%, l'Amérique latine 16%, l'Amérique du Nord 13%, l'Inde, Afrique, Moyen-Orient 12,5%, l'Asie de l'Est 10% et le Pacifique 7%. Donc ici on voit que l'Europe compose la majorité, enfin presque majorité de son chiffre d'affaires, mais qu'ensuite c'est vraiment bien réparti dans le reste du monde. Donc une entreprise vraiment mondialisée. Et si on le regarde par pays, on voit qu'il n'y a pas vraiment un pays conséquent, mais que c'est plutôt bien réparti et que la France ne compose que seulement 4% de son chiffre d'affaires, alors que c'est une entreprise française et familiale. Donc on voit qu'ici que 96% de son chiffre d'affaires est en dehors de France, donc c'est aussi un bon point. Donc là, cette source, c'est FactSet. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais ici, pour m'appuyer sur cette analyse, j'ai trois sources, FactSet, Zone Bourse, et puis le rapport annuel 2024 de Virbac. Maintenant, pour passer à la croissance du chiffre d'affaires de Virbac, donc on voit que c'est une belle croissance assez linéaire dans le temps. Donc sur 10 ans, entre 2014 et 2024, la croissance annuelle moyenne de Virbac c'est de 6%, donc un peu comme le marché. Et entre 2026 et 2027, la variation du chiffre d'affaires est également de 6% par an. Donc les prévisions futures sont un peu équivalentes à la performance passée de Virbac. Donc en 2027, elle atteindrait environ 1,6 milliard de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment conséquent pour une entreprise de cette capitalisation-là. Maintenant, on va passer à la profitabilité, parce que le chiffre d'affaires n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Et le chiffre d'affaires peut bien augmenter, mais si les marges baissent, finalement, le bas du compte de résultat va également baisser. Donc ici, j'ai pris deux indicateurs importants, donc l'EBITDA, donc c'est Learning Before Interest, Taxes, Depreciation et Amortissement, et puis le résultat net. Donc sur le graphique de gauche, on voit deux choses. C'est que l'EBITDA entre 2020 et 2024 a bien augmenté, qui est passé de 169 millions à 283 millions d'euros. Ensuite, les données en 2025 n'ont pas été encore publiées, donc ensuite ça reste du prévisionnel. Donc l'EBITDA a augmenté de 14% par an en moyenne sur 4 ans, donc ça fait bien mieux que la croissance du chiffre d'affaires. C'est un point positif. Par contre, le résultat net, lui, n'a pas augmenté de la même manière.
et n'a augmenté que de 2% en moyenne par an, passant donc de 137,5 millions à 145,3 millions de 2020 à 2024, donc une croissance quasi nulle, puisqu'il y a une normalisation, euh, il y a eu un boom avec le Covid de l'adoption des animaux de compagnie, et, euh, et donc il y a une normalisation en 2021, puis finalement l'entreprise a renoué avec la croissance petit à petit, et donc n'a retrouvé son niveau Covid qu'en 2024. Voilà, donc c'est vraiment, il y a eu un boom Covid, donc ça explique la baisse du résultat net. Et deuxièmement, pourquoi le résultat net ne suit pas l'EBITDA, c'est puisque l'entreprise investit beaucoup, notamment en R&D. Donc si on le regarde en termes de marge, on voit que l'entreprise Virbac a des marges confortables, une marge EBITDA environ à 20%, donc en légère progression si on regarde entre 2020 et 2024, et une marge nette stable aussi à environ 10%, donc on voit qu'elle a bien baissé en 2020 à 14,7% si on regarde maintenant, qui est maintenant à 10,4%, mais ça reste une marge confortable supérieure à 10%. Et donc en termes de prévision, on voit que la marge EBITDA augmenterait pour aller à 21% environ, et la marge nette à environ 11-12%. Donc c'est une bonne chose. Les analystes sont assez confiants sur le dossier. Maintenant en termes de ratio de rentabilité, donc ici j'ai pris deux indicateurs. Donc le ROE, Return on Equity, qui mesure le retour à l'actionnaire, en divisant le résultat net par les capitaux propres de l'entreprise, et le ROA, Return on Asset, qui se calcule en divisant le résultat net par le total des actifs, pour voir si les actifs sont bien rentabilisés. Donc ici, le ROE moyen sur 10 ans entre 2014 et 2024 est de 11%, et le ROA moyen sur 10 ans est de 5,6%. On constate également qu'entre 2022 et 2024, ces ROE et ROA sont supérieurs à leur moyenne historique. Donc, avec un ROE de 15% entre 2022 et 2024 et un ROA entre 8 et 9%. Donc c'est des ratios de rentabilité vraiment bons. Par contre, on constate une chose, c'est que le ROE est attendu en baisse pour les années futures. Donc ici, ça peut s'expliquer par peut-être des investissements un peu moins bons que prévu. Euh, faut creuser sur pourquoi les analystes pensent qu'il y aura une baisse du RE, mais pas du ROA. Mais en somme, le RE reste supérieur à 13% et le ROA supérieur à 9%, donc c'est des bons ratios de rentabilité. Donc c'est vraiment, Virbac a un modèle robuste et créateur de valeur sur le long terme. Maintenant, on regarde le bilan d'entreprise. Donc, on a regardé le compte de résultat. Maintenant, on va passer au bilan. Donc, ici, on voit que le bilan de Virbac se renforce puisque les actifs augmentent plus vite que les passifs. Cela se traduit donc par une augmentation des capitaux propres, donc assez douce en soi sur la période, mais ça reste une augmentation de la création de richesse pour l'actionnaire. Donc ici, c'est un bon point et on voit également que les actifs sont bien plus conséquents que les passifs. Donc là aussi, c'est un bon point. Donc le bilan de Virbac est sain en tout cas actuellement. Donc maintenant en termes de santé financière, on voit que l'endettement net, donc c'est comment on le calcule, c'est en faisant la dette moins la trésorerie. Donc en 2024, c'est 169 millions. Donc pour le comparer au compte de résultat, donc la dette pèse 0,6 fois l'EBITDA. Donc Virbac peut rembourser sa dette avec 6 mois d'EBITDA environ. Et en termes de free cash flow, elle peut le rembourser en un peu plus d'une année de free cash flow, donc c'est vraiment bon. Souvent, on dit qu'une entreprise est fortement endettée quand elle a une dette sur EBITDA de plus de 3 et un dette sur free cash flow, donc on voit qu'il y a un peu plus d'un, donc on voit qu'elle peut vraiment rembourser sa dette assez vite. Maintenant, si on regarde son CAPEX, donc c'est Capital Expenditure, donc c'est finalement le, le budget pour maintenir son appareil de production. Donc on voit qu'il augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires, puisque en pourcentage, il est plus important. Donc il était à 3% en 2020 et il passe à 5,8% en 2024. Et dans les années à venir, on constate que les analystes le voient plutôt à 7%. Ça peut être un point à surveiller, parce que une entreprise qui réinvestit trop dans son appareil de production, finalement, elle va être moins généreuse envers ses actionnaires.
Ici, ça reste quand même un capex assez bon, puisque environ à 5%, ça reste assez bas, quoi. Mais c'est un point à surveiller pour voir s'il augmente pas trop dans les années à venir. Ça veut dire que l'entreprise a investi, vraiment, investi de plus en plus. Ce qui est en soi une bonne chose, mais c'est un point à regarder. Maintenant, on va regarder donc la redistribution à l'actionnaire. Donc ici, j'ai fait donc un tableau à gauche qui récapitule donc le BNA entre les années 2020 et 2024, la variation, le dividende par action, la variation du dividende, et puis le payout ratio, qui se calcule en faisant le DPA divisé par le BNA. Donc ici, une chose, on voit que le BNA donc, était de 16,16 euros en 2020 et n'a retrouvé son niveau Covid qu'en 2024 avec un BNA à 17 euros. Donc on voit qu'il y a eu quand même 3-4 années stagnantes. Enfin, on y a eu besoin de 4 années pour retrouver son niveau Covid. Par contre, le dividende, lui, a quand même augmenté au fil des années. Alors on pourrait se dire que c'est un mauvais point parce qu'ils augmentent leur dividende alors que le BNA n'a pas retrouvé son niveau Covid, mais n'a retrouvé son niveau Covid qu'en 2024. Mais c'est à prendre dans une moindre mesure puisque le payout ratio n'était que de 5% en 2020 et maintenant à 8%. Et à 8%, ça reste un payout ratio très 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 faible. Souvent, les entreprises ont un payout ratio à 50%, donc c'est-à-dire qu'elles versent 50% de leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, ce qui est énorme. Ici, Virbac, on constate deux choses, c'est qu'elle est assez prudente sur sa politique euh, de distribution de dividendes et aussi ça se traduit donc par qu'elle réalloue beaucoup de ses bénéfices nets dans son entreprise, donc que ce soit par l'acquisition, que ce soit par augmenter sa capacité de production. Donc on voit qu'elle réinvestit plus dans l'entreprise, qu'elle ne le redistribue sous forme de dividendes, ce qui est une bonne chose si le Virbac arrive à avoir une rentabilité, euh, un ROE très bon, ce qui est le cas. Elle a un ROE de 13%, c'est-à-dire qu'elle euh, rentabilise bien ses investissements. Donc si en soi l'entreprise a un bon RE, c'est quelque chose qui me va qu'elle redistribue faiblement à l'actionnaire, c'est-à-dire qu'elle l'investit ailleurs. Donc aujourd'hui, Virbac, c'est vraiment une entreprise de croissance et non de dividendes comme Total Energy ou Pernod Ricard, parce que son rendement du dividende à l'heure actuelle, donc si on divise le dividende par le cours actuel, ça donne 0,4%, donc c'est très 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 faible. Donc c'est vraiment une entreprise de croissance et pas de rendement du dividende. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, elle va augmenter plus vite son dividende que ses bénéfices par action. Donc dans ces cas-là, le rendement va augmenter. C'est pas forcément ma thèse d'investissement. Ici, je veux que l'entreprise Virbac investisse dans l'innovation pour augmenter ses parts de marché, augmenter son chiffre d'affaires, peut-être avoir une petite progression des marges et donc le bénéfice net par action augmentera mécaniquement. Et si elle arrive à surperformer son marché, moi ça me va très bien. Et le dividende c'est un bonus mais pas forcément un critère d'investissement. Surtout que j'ai d'autres entreprises qui versent un généreux dividende, donc en soi avoir des valeurs de croissance m'intéresse aussi. Maintenant on va regarder donc le nombre de titres en circulation, donc ça c'est en milliers. Donc ici on voit que l'entreprise euh, a plutôt un nombre de titres en circulation assez stagnant, même s'il y a une petite diminution en 2024. Donc ici, point positif, l'entreprise ne dilue pas ses actionnaires. Même si elle a fait des acquisitions, elle ne fait pas d'augmentation de capital, elle le fait soit par la dette, soit par la trésorerie. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà, en parlant d'acquisitions récentes, Virbac, elle a acquis Tyronorm donc en 2025. Donc la transaction s'est faite d'un montant de 100 millions de livres sterling. Donc c'est quand même un montant conséquent quand on voit que le chiffre d'affaires d'Virbac c'est environ 1,4 milliard. Mais finalement, l'entreprise Tyronorm n'a qu'un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars. Donc elle l'a payé quand même assez cher, je trouve. Mais ils disent que cette entreprise peut avoir des synergies dès la première année. Et en fait, ici, Tyronorm a un médicament qui contre donc l'hyperthyroïdie, donc qui est une maladie endocrinienne courante qui touche plus de 10% des chats âgés.
Donc ça entraîne un dérèglement du métabolisme, l'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, et donc ça peut être fatal si pas diagnostiqué à temps. Donc ici, elle a fait une acquisition donc plutôt dans le segment animaux de compagnie, et donc dans les chats. Euh, donc c'est une belle acquisition, je trouve que ici Virbac fait vraiment une croissance assez mixte entre croissance organique et puis croissance par acquisition. Donc ici ils disent que ça va être relutif dès la première année, donc on va voir. Ici Thyronorm commercialise ce médicament depuis 2016 et elle le commercialise un peu partout dans le monde. Voilà. Elle a également acquis d'autres entreprises qu'on verra plus tard à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on va parler c'est à la valorisation de l'entreprise. Pour l'instant, les poids sont positifs. C'est une belle entreprise dans un secteur porteur, qui a des belles marges, qui a un bon retour à l'actionnaire, qui réinvestit ses bénéfices dans l'entreprise, mais pas vraiment, le redistribue pas vraiment aux actionnaires, ce qui est un bon point. Elle ne dilue pas ses actionnaires. Donc pour l'instant, elle coche un peu toutes les cases d'une bonne entreprise fondamentalement, mais est-ce qu'elle n'est pas trop chère? Donc ici, j'ai pris 5 ratios pour la valo d'entreprise. Donc, il y a deux parties. Donc, entre 2022 et 2024, entre 2022 et 2025, c'est des données réelles. Et puis 2026-2027, c'est avec la prévision de croissance du bénéfice net, du chiffre d'affaires, et puis, etc. Donc, c'est des données prévisionnelles. Et il y a également la moyenne sur les 5 dernières années, pour voir si elle est plus ou moins chère par rapport à sa moyenne historique. Donc si on commence par le Price Earning Ratio, donc PER, qui est le plus connu. Donc ici, je vais me positionner en 2025, donc elle a un PER de 19. Donc ça reste un PER quand même assez élevé, je dirais pas que c'est bon marché, mais si on regarde par rapport à sa moyenne historique qui est de 21, on peut dire que c'est légèrement sous-évalué, mais bon, ça reste pas forcément une opportunité, je dirais, si je regarde que ce seul critère. En termes de price to sell, donc sa moyenne historique est à 2,3 et ici elle est à 2. Donc on voit que c'est un petit peu sous-évalué, mais pas tant que ça par rapport à sa moyenne historique. Et puis un price to sell de 2, c'est correctement évalué. Voilà. Donc si on regarde maintenant le price to book value, donc c'est le prix de la valeur de l'action par rapport à sa valeur nette comptable, on voit que l'entreprise se paye donc 2,5 fois sa valeur comptable. Historiquement, c'est un peu plus de 3, donc ici on pourrait dire qu'elle a légèrement sous-évalué. Enfin, le price to free cash flow est de 30, donc ce qui est par contre élevé, et bien plus élevé que ses bénéfices. Donc on voit que l'entreprise Virbac a des bénéfices plus élevés que son free cash flow. Donc on voit que les deux peuvent être différents puisque le free cash flow va prendre vraiment les flux réels, alors que le bénéfice peut comporter des flux fictifs comme la dotation aux amortissements. Voilà, donc le free cash flow est un indicateur un petit peu plus réel. Donc on voit que c'est une entreprise quand même qui est bien valorisée et plutôt à sa moyenne historique. Enfin, EV sur EBITDA, donc est un autre critère. Donc ici il est de 11, donc c'est plutôt bien évalué. Et donc sa moyenne historique est à 12. Donc ici la conclusion que j'en tire, c'est que si on regarde en 2025, eh ben, l'entreprise est plutôt correctement évoluée, ce n'est pas vraiment une opportunité. Mais si on voit les chiffres pour 2027, on voit tout de suite qu'elle est vraiment pas chère si on regarde par rapport aux prévisions de croissance. Donc avec un PER à environ 15, un price to sell en dessous de 2, un price to book value de 2 aussi, un price to free cash flow de 20, donc ce qui est beaucoup plus raisonnable, et un EV sur EBITDA en dessous de 10, donc ce qui est bien plus raisonnable aussi, qui est qui a un EV EBITDA assez faible. En dessous de 8, c'est assez faible. Donc on voit que si on regarde la croissance future, et bien finalement les ratios de valorisation se contractent, donc ce qui est plutôt une bonne chose. À voir, à l'heure actuelle, je dirais pas que c'est une opportunité, mais si l'entreprise perd 10 ou 20%, ça peut être une opportunité. Donc là, j'ai pris la performance sur 5 ans du titre Virbac et je les ai comparés à donc deux de ses concurrents. Donc un concurrent français, Veto Quignol, et le plus gros acteur du marché, donc Zoetis. Et enfin, je l'ai comparé au CAC 40 dividendes réinvestis. Alors pourquoi le CAC 40 dividendes réinvestis? Parce que Virbac est une entreprise française, donc j'ai décidé de la comparer au CAC 40 et non à un indice plus global comme le MSCI World ou le S&P 500, même si la comparaison pouvait se faire aussi. Donc ici, Virbac, donc, qui est en bleu, on voit que Virbac et Vetoquignol ont profité du boom Covid
et donc ce sont des entreprises qui ont tout de suite performé. Zoetis dans une moindre mesure. Mais on voit ensuite qu'elles ont stagné, donc comme on le voit avec les bénéfices, et enfin la croissance du chiffre d'affaires, et les bénéfices, enfin surtout les bénéfices qui n'ont pas vraiment augmenté sur les 4 années futures. On voit que les trois entreprises dans le secteur animal n'ont pas vraiment fait quelque chose, même voire Zoetis et Vetoquignol ont plutôt baissé, alors que le CAC 40 a été beaucoup plus linéaire, dividende réinvesti. Donc au final, on voit qu'à l'heure actuelle, Virbac a une performance de 69%, ce qui est quand même bon, mais qui sous-performe le CAC 40 GR. Et par contre, Vetoquignol qui fait moins 2% et Zoetis moins 20%. Donc là, c'est vraiment des mauvaises performances. Donc on voit que Virbac s'en sort le mieux parmi les trois acteurs. Donc ici, moi, je trouve que Virbac est plus qualitatif que Vetoquignol. Et Zoetis, je ne l'ai pas analysé. En soi, je pourrais pas dire si elle est plus ou moins qualitative, mais en tout cas, elle fait beaucoup moins bien Zoetis. Voilà. Maintenant, donc ici, c'est une petite analyse technique pour voir un peu comment se fait la performance. Donc ici, on a bien vu donc, le, le boom. Donc elle est sortie de son range classique. Donc on a bien vu le boom qui est monté jusqu'à 448 euros. Et puis ensuite une normalisation, un plateau entre 250 et puis 300 euros. Et on voit qu'on est plutôt au milieu de son range. Donc ici l'analyse technique, j'utilise moyennement juste pour voir un peu où on se situe. On pourrait se dire que ici, si elle redescend vers les 320 euros, ça peut être une petite zone d'achat. Mais pour moi, l'analyse technique, c'est vraiment très secondaire. Voilà, donc on voit juste qu'il y a eu vraiment le boom Covid en 2020-2021. Et puis ensuite une normalisation. Et puis également, on peut penser à une progression, parce qu'on voit que les prévisions futures sont plutôt positives. Donc maintenant, on va analyser le résultat de l'année 2025, puisqu'elle vient de publier la semaine dernière ses résultats. Donc ici, il y a trois, trois compartiments. Donc le taux de change réel, donc c'est vraiment ce qu'elle a fait véritablement. Donc sur l'année 2025, elle a fait 4,8% de croissance. Ce qui est un taux de croissance plutôt faible si on le compare à sa moyenne historique de 6%. On voit que le premier trimestre a été favorable, le deuxième trimestre moins, le troisième trimestre il y a eu un rebond, puis le quatrième trimestre un petit peu moins en taux de change réel. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que donc, l'effet de devise est très défavorable pour Virbac. Mais si on le regarde à périmètre et taux de change constant, donc PCC, donc c'est vraiment le plus fiable. On voit qu'ici, finalement, la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre est à 7%, donc ce qui est plutôt bon. Au troisième trimestre, il y a vraiment un bon pic, mais sinon, la croissance est en moyenne, du coup, sur l'année, à 7,9%, on peut arrondir à 8, donc environ à 8% à périmètre et taux de change constant, donc si on ne prend pas les effets d'acquisition et l'effet de change, et de 5% environ si on prend donc le périmètre et puis le taux de change réel. Voilà, donc c'est quand même une bonne croissance dans un contexte plutôt compliqué. Donc ici, elle a fait l'acquisition de Sasei au Japon en avril 2024 qui a contribué aussi à la 0,8 points de pourcentage à la croissance. Et l'acquisition de Mopsan a contribué à 0,6 points. Donc on voit quand même que il y a 1,4 points qui a été fait par l'acquisition de deux entreprises sur 1,4 points, donc 4,8 points, pardon. Donc c'est quand même un quart de la croissance est quand même dû aux acquisitions. Voilà. Maintenant, si on regarde plus en détail les résultats du T4, donc par zone géographique, on voit qu'est-ce qui drive cette croissance. Donc, c'est l'Europe, avec 8% en taux de change réel. Donc, ce qui est bien, c'est parce que c'est facturé en euros, donc il n'y a pas trop d'impact du taux de change. Mais si on regarde à périmètre et taux de change constant, donc 9,8%, donc c'est vraiment un très belle performance. On voit que les États-Unis, c'est 5,5% à périmètre taux de change constant, mais à 3,4%, moins 3,4% à taux de change réel, parce que il y a eu la baisse du dollar. Donc finalement, quand l'entreprise Virbac facture en dollars, mais rapatrie tous ses comptes en euros, si le dollar baisse, elle aura moins d'euros quand elle consolide ses comptes. Donc ça, c'est pas vraiment dans l'activité de l'entreprise, mais c'est un facteur c'est une contrainte pour elle actuellement, mais on peut pas vraiment prévoir l'évolution du taux de change. Ensuite, l'Amérique latine, 2,7%. Donc ici,
c'est une croissance assez faible. L'Inde, Moyen-Orient 12,6%, donc c'est très bon. Par contre, c'est pénalisé par le taux de change, ça efface complètement la croissance. Si je pense que c'est peut-être les monnaies faibles du Moyen-Orient et de l'Inde qui pêchent la performance. Et enfin, euh, on voit que l'Asie de l'Est a une croissance négative et encore plus à taux de change réel. Et le Pacifique a une très bonne croissance, mais à taux de change réel aussi, elle est impactée. Donc ici, on voit que l'Europe, déjà, pèse le plus lourd dans son chiffre d'affaires et qui a une très bonne croissance, donc c'est un point positif. L'Inde, Moyen-Orient a aussi une très bonne croissance à périmètre taux de change constant, et le Pacifique aussi, mais qui sont peinés par l'effet de change. Et on voit qu'il y a deux régions qui sous-performent, donc c'est l'Asie de l'Est et puis l'Amérique latine. L'Amérique du Nord, je ne le prends pas en compte, c'est plutôt une bonne performance, mais la baisse du dollar impacte le taux de change. Le taux de change réel et finalement fait pas une très bonne croissance au final. Voilà, donc 7,1% en taux de change en périmètre et taux de change constant, mais 1,9 taux de change réel, donc ce qui est plutôt faible. Voilà. Donc maintenant, les perspectives 2026. Donc l'entreprise Virbac a fait deux commentaires. Donc une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 et 7,5 à taux de change et périmètre constant. Donc ici, si on revient au slide précédente, on voit que en 2025, elle avait fait 7,9%. Donc ici, elle ferait un petit peu moins, elle prévoit de faire un petit peu moins. Après, euh, Virbac est assez prudente quand elle communique, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais en tout cas, ce serait une croissance euh, à peu près à la taille de son marché, donc à 6-7%, donc c'est bon, c'est pas mieux, mais c'est bon, et un petit peu moins que 2025, excusez-moi. Et donc elle vise un ratio de résultats opérationnels courant avant amortissement des actifs issus d'acquisition, donc c'est l'EBIT, de 17% taux de change constant, donc pas l'EBITDA, donc l'EBIT à 17%, donc c'est un bon ratio de profitabilité. Donc des perspectives prudentes, mais qui je pense sont bien atteignables. Voilà. Donc maintenant, si on va conclure sur l'entreprise Virbac avec un SWOT. Donc en force, déjà elle a un positionnement solide sur le marché mondial de la santé animale, avec un marché qui est structurellement porteur. Elle a une croissance régulière du chiffre d'affaires. Si on le regarde, elle n'a pas vraiment subi de baisse. Malgré le boom Covid, la normalisation était assez douce si on la compare à ses concurrents Zoetis et Vetoquignol. Et puis elle arrive progressivement à retrouver des ratios de rentabilité, alors plutôt ROA bons, ROE qui sont bons aussi, mais avec des prisons de baisse, donc à regarder. Ensuite, un point positif, c'est la gouvernance familiale qui est stable, et donc avec 50% du capital qui appartient à la famille, donc une vision vraiment long terme. Elle a une structure financière saine, donc avec un endettement plutôt faible, euh, et donc ça lui permettrait donc de faire des acquisitions comme elle l'a fait en décembre avec 100 millions de livres sterling. Aussi, point important, c'est qu'elle a une forte exposition aux animaux de compagnie, donc 62% de son chiffre d'affaires. Et on voit qu'elle se renforce dans ce segment-là avec notamment l'acquisition de Tyronorm, donc avec qui est une acquisition dans les animaux de compagnie avec les chats. Maintenant en faiblesse, donc c'est une taille plus modeste que certains concurrents comme on a vu donc Zoetis, Merck Co et puis Elanco, qui sont vraiment qui concentrent à eux trois 70% des parts de marché, mais quand même qui arrivent à s'imposer donc dans un segment plus premium, euh, marqué vraiment avec l'innovation, parce qu'en fait Virbac elle a une R&D plus en termes de pourcentage plus élevé que ses concurrents. Donc elle investit plus et c'est pour ça notamment qu'elle fait un moindre retour aux actionnaires, alors que les entreprises comme Zoetis ou Elanco ont un meilleur retour sur actionnaire, mais finalement investissent moins dans leur croissance. Donc, finalement, je préfère la stratégie de Virbac. Donc pour certains, ça peut être une faiblesse d'avoir une politique de dividende peu attractive à court terme, mais pour moi, c'est pas vraiment une faiblesse, ça reste quand même ça reste un point qui pour moi n'est pas si important que ça. En termes d'opportunités, donc il y a la hausse continue du nombre d'animaux de compagnie dans le monde, et puis l'augmentation des dépenses de santé animale par foyer. Il y a aussi le développement de nouveaux traitements innovants, donc chez Virbac qui investit massivement en R&D.
Et il y a aussi une expansion dans les marchés émergents, puisqu'on voit que quand même la presque majorité de son chiffre d'affaires est fait en Europe, donc peut avoir une bonne croissance sur les marchés émergents, avec notamment l'acquisition au Japon. Et enfin, elle peut faire donc elle peut faire de l'acquisition externe comme elle l'a fait en décembre et comme elle le fait régulièrement avec deux acquisitions par an. Voilà, avec des petites acquisitions plutôt. Même si tir aux normes en soi c'était quand même 100 millions de livres sterling. Enfin en menace, donc il y a quand même une concurrence assez forte, on a vu quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a aussi la pression réglementaire qu'il pourrait y avoir sur des produits pharmaceutiques vétérinaires, même si c'est un peu moins que les produits humains. Il y a un peu moins de pression réglementaire que les produits humains, mais il peut y en avoir. Il peut y avoir aussi un ralentissement économique, puisque ça reste quand même de la consommation discrétionnaire en soi. Et puis surtout une consommation premium. Donc vu que c'est un acteur premium, Virbac, peut-être que s'il y a un ralentissement économique, les gens iraient peut-être vers d'autres produits. Mais on voit quand même qu'il y a une croissance du chiffre d'affaires et de tous les ratios de profitabilité. Donc je pense qu'elle a quand même un petit avantage concurrentiel et qu'elle a des très bons produits. Aussi, elle est contrainte, donc vu qu'elle est très mondialisée, donc, quand même 96% de son chiffre d'affaires est fait hors France et puis 60% hors d'Europe. Donc on voit quand même que la fluctuation des devises impacte Virbac. Et enfin, risque lié à l'innovation, donc je l'ai mis, parce que finalement c'est un secteur qui est vraiment comme le secteur santé humain, qui est très dépendant de l'innovation. Ici, pour moi, c'est pas vraiment un problème, parce que Virbac investit plus que ses concurrents dans la R&D, donc elle est plus enclin à avoir de l'innovation. Voilà. Donc pour moi, pour faire le bilan, l'entreprise Virbac, c'est une très belle entreprise à avoir sur sa watchlist. Euh, et à ces prix actuels, c'est pas forcément une opportunité. Pour moi, c'est plutôt à conserver. Je la conserve dans mon portefeuille, PEA. Mais si elle revient à des niveaux de valorisation à environ 300-320 euros à mon prix d'achat, je pourrais en forcer une action ou deux. Euh, et c'est donc un horizon d'investissement long terme. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner. Voilà. Ça me ferait plaisir et puis je saurais que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai faites, n'hésitez pas. Elles s'afficheront donc sur votre écran. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.